Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les candidats aux examens de baccalauréat seront en salle à partir de demain pour affronter les épreuves écrites. Le point des préparatifs au niveau du jury dans ce reportage. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2017 débuteront demain 11 juillet sur l'ensemble du territoire national. À Niamey, quelques jurys ont connu des changements de centre pour raison de sécurité, à l'exemple du jury numéro 37 du CES Lazare, transféré au CES Tayamana. Au niveau de tous les centres que nous avons visités ce matin, tout est fin prêt. Au niveau du jury numéro 37, toutes les salles sont prêtes. On a fait les affiches. On a fait une première réunion avec les membres du jury, donc les secrétaires et le président. Donc à partir de 10h30, il y aura la réunion à l'ensemble avec les professeurs, donc les surveillants et les correcteurs. Donc toutes les salles sont bien, on a bien affiché les fiches de table. Donc on est en train de constater qu'il y a une seule salle où on n'a pas trouvé de fiches. Pour le moment, on est en train de vérifier s'il n'y a pas de doublon, si on n'a pas changé de numéro. Donc c'est la seule vérification qu'on est en train de faire pour le moment. On attire l'attention des candidats de bien se tenir correct, de ne pas enlever les fiches de table, parce qu'on en aura besoin pour le second groupe, pour ceux qui passeront le second groupe. Ensuite, de ne pas s'échanger entre eux, je les appelle entre eux, que chacun vient avec ses propres matériaux, donc l'ensemble géométrique, au moins 2 bics. Alors, chers candidats, évitez les tricheries pour vous épargner des désagréments tout au long des examens et nous vous souhaitons bonne chance. Sit-in ce matin à la devanture de l'hôpital national de Niamey des médecins et membres de l'association des médecins résidents du Niger. Objectif, dénoncer l'attitude des responsables des différents établissements hospitaliers de Niamey. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Sadoudoui. Manifester leur désarroi face au refus des responsables de l'hôpital de Niamey, l'Amordé et de la maternité Isaka Gazobi de mettre ces médecins spécialistes dans leurs droits, c'est ce qui a amené ces blouses blanches, membres de l'association des médecins résidents du Niger, à la devanture de l'hôpital national de Niamey pour exprimer leur mécontentement. La réduction des frais de garde qui ont été amenés à une somme non raisonnable, considérant l'instauration d'un système de cagnotte par les directeurs des hôpitaux de façon unilatérale et arbitraire. Considérant la coupure des pécules alliées aux résidents directs, de la coupure des ristournes et des frais de garde, considérant l'irrégularité dans le paiement de la cagnotte instaurée, considérant que cette situation de misère créée et entretenue par les responsables des hôpitaux a fait que certains collègues ont abandonné la formation et certains nouveaux admis au concours ont préféré ne même pas effectuer la rentrée. Considérant que certains responsables nourrissent déjà l'idée qu'il manque de bases juridiques sur lesquelles ils vont assurer la continuité des paiements de ces frais de garde, considérant le refus catégorique des directions des hôpitaux de s'asseoir en vue de la résolution de la question des frais de garde, et cela de façon définitive à plusieurs tentatives, considérant la volonté manifeste des directeurs d'engager les résidents dans une situation de misère inqualifiable et jamais vue et indigne de la vie d'un médecin, et que cette situation risque d'entaver la qualité de notre formation et des prestations que nous offrons dans les services de santé. Considérant la rencontre du samedi 8 juillet 2017 avec les directeurs généraux des 3 établissements concernés, qui n'ont pas donné satisfaction à nos préalables avant toute reprise des activités. Face à cette situation, les médecins spécialistes lancent une grève illimitée à compter du lundi 15 juillet. Ce mouvement a commencé le vendredi soir. Les patients sont là en train de souffrir. La prise en charge, elle est vraiment compliquée. Donc vraiment, c'est une situation, je ne cesserai pas de le répéter, qui nous a été obligée. C'est malgré nous, aujourd'hui, lundi matin, nous devrons être dans nos salles en train de faire nos activités de consultation, de visite ou de bloc opératoire, mais nous sommes contraints aujourd'hui de nous trouver à la porte de l'hôpital en train de réclamer de quoi manger ou bien de quoi mettre du carburant pour nous rendre sur nos terrains d'activité. Donc c'est vraiment un désarroi total de la part de nous autres médecins. C'est vraiment
un découragement total à l'endroit de toute la jeunesse et de cette jeunesse qui s'inscrit à la faculté de médecine, aspire demain à être la crème de la médecine à travers les spécialités, qui est en train d'être découragée parce que nous qui sommes leurs aînés, qui sommes au devant, cette image décourage vraiment les jeunes médecins à venir se spécialiser. L'association des médecins résidents du Niger demeure ouverte à tout dialogue afin de trouver une issue heureuse à ce problème. En plus de la morosité économique, cette année, les candidats au Hajj font face à une légère hausse du tarif du Hajj. Les raisons dans ce reportage a signé Ismaël Moumouni. Environ 2 230 000 francs CFA, c'est la somme pour le Hajj 2017 fixée par la commission en charge de l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. Cette augmentation de prix est due à des charges supplémentaires des pèlerins instaurées cette année par l'Arabie Saoudite, relate l'association nigérienne des agences de pèlerinage ANAP. Cette situation est due au fait qu'il y a eu une augmentation supplémentaire dans le cadre de l'hébergement en ce qui concerne Arfa. À Arfa, on compte mettre des tentes climatisées à l'option des pèlerins. Et par rapport à ça, ils ont demandé une certaine somme qui est de 80 000, donc c'est comme ça. Et aussi, c'est chaque pèlerin qu'on a l'habitude de payer en descendant à Jadda ou à Médine. Au départ, le chèque était de 1029 rials quand vous atterrissez à Jadda. Mais maintenant, ça a changé. Et quand vous atterrissez à Médine, le chèque coûtait 941 rials. Et maintenant, il va à 1100 et quelques rials. Donc voilà là d'où provient l'augmentation du Hajj 2017. Et sur les billets, il y a eu une augmentation de 25 000. Parce que les billets étaient de 950 000. Et cette année, on l'a bonifié jusqu'à 975 000. Donc il y a 25 000. Donc quand vous faites la sommation, vous allez voir que par rapport au prix du Hajj de l'an passé, il y a quelque chose de 160 000 qui avait été augmenté. Donc c'est ça qui justifie en tout cas l'augmentation ou bien la hausse du prix qui s'élève de 2 716 à 2 238 945. L'ANAP invite les autorités à mettre le paquet pour permettre d'acheminer les pèlerins en ville sainte à temps. Nous, ce que nous voulons que cela soit confirmé, que les pèlerins se dépêchent pour payer parce que c'est demain même la clôture. Parce qu'il y a des gens qui ont avancé mais qui n'avaient pas payé aussi. Et le courant fait pression sur les agences. Voyez-vous, donc nous demandons aux gens de venir payer dans les agences, c'est leur choix. Et au Coho aussi, nous demandons à ce que les diligences, parce que la situation est tellement difficile qu'on n'a pas jamais connu une année où il y a des places, il n'y a pas de pèlerins. Donc, avec cette situation de morosité économique, l'État, dans la mesure du possible, doit revoir le prix des billets d'avion afin de permettre à beaucoup de musulmans d'accomplir les 5e piliers de l'islam. La saison des pluies s'est installée sur l'ensemble du territoire national. Cette saison pluvieuse rime souvent avec la survenue de certaines maladies, n'est-ce pas, Adam Soumana? La saison de pluie s'installe progressivement dans l'ensemble du pays, notamment à Niamey, la capitale, avec son lot d'inondations. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la santé des populations. Il y a des maladies que la personne peut effectivement développer en buvant cette eau. Mais les risques, c'est surtout lié aux maladies qui se propagent, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, il y a de l'eau qui stagne par-ci, par-là. Quand je prends la première maladie qui fait des dégâts chez nous, en termes de morbidité, c'est-à-dire en termes de nombre de cas, mais aussi en termes de mortalité, c'est-à-dire en termes de décès, c'est les palus. Vous savez, cette inondation ou ces pluies favorisent effectivement la multiplication des larves à travers les gîtes larvaires, et les moustiques effectivement se reproduisent et ça peut propager effectivement le paludisme que vous connaissez. Il y a aussi d'autres maladies, le fait effectivement, surtout pour les enfants, n'est-ce pas, qui se baignent dans cette eau, ils peuvent contracter beaucoup de maladies, n'est-ce pas, des vers intestinaux, que ce soit au niveau cutané, que ce soit au niveau digestif, et bien d'autres maladies, effectivement, qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé de la population. Face à cette situation, des mesures préventives s'imposent à la population. Les
mesures qu'il va falloir prendre, c'est de prendre des mesures d'hygiène et d'assainissement strictes pour pouvoir effectivement prévenir ces genres de maladies. Utiliser les moustiquaires, en tout cas dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. Mais avant de dormir, parce que des fois c'est là le problème, du crépuscule avant d'aller au lit, les gens s'exposent, et là aussi on conseille aux gens de porter des habits longs qui peuvent effectivement les protéger du contact, parce qu'il faut éviter le contact avec les moustiques. Et là, les personnes qui sont vulnérables pour le palu, c'est les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Là, il faut prendre des précautions pour ces enfants. On a vu les femmes qui partent en consultation prénatale récentrée, qui partent pour des consultations quand elles sont enceintes. On leur donne effectivement des médicaments pour les prévenir du palu. Parce que tout simplement, le palu a des conséquences néfastes, a plus de complications et plus dangereux chez la femme enceinte, mais aussi chez les enfants. Il y a aussi des médications qu'on fait chez les enfants en termes de prévention. L'habitude, c'est la pulvérisation qu'il faut faire, la pulvérisation intradomiciliaire. C'est possible que individuellement chacun le fait à travers effectivement des insecticides qui sont disponibles, mais idéalement c'est des pulvérisations à large échelle, le traitement des gîtes larvaires qui devait être fait pour éviter la multiplication effectivement de ces moustiques. Comme le dit un adage, prévenir vaut mieux que guérir. Alors prenez vos précautions pour éviter les maladies liées à l'eau, notamment pendant la période d'hivernage. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré cet après-midi à son cabinet l'ensemble des acteurs impliqués dans l'élection du président de l'instance footballistique nationale. Il s'est agi pour Kassoum Mokhtar d'appeler les deux camps à un apaisement durant leur campagne en vue d'aller à une élection calme, libre et transparente. Le point avec Adam Ousmana et Sadou Doumi. Il s'agit pour le ministre des Sports, à travers cet exercice, d'échanger avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la campagne en vue de l'élection du président de l'instance dirigeante du football nigérien, en présence des conseillers du président de la République et du Premier ministre, sur les contours de la campagne menée par les deux candidats en lice. Le ministre a de prime abord rassuré les uns et les autres de l'impartialité du gouvernement dans le dit processus. Je voudrais, dans un premier temps, réitérer à l'opinion nationale et internationale, et puis réitérer aux candidats ici présents l'impartialité absolue et totale du gouvernement et son engagement à tout faire dans le respect des prérogatives de tout un chacun afin que ces élections se déroulent en toute transparence et sans aucune ingérence de l'État. À Kassoum Mokhtar de poursuivre son intervention tout en soulignant l'inquiétude du gouvernement face à la tournure que prend cette campagne. Nous sommes préoccupés un peu par l'évolution du processus, n'est-ce pas, électoral au niveau de la FENIFOOT, quoique nous estimons dans une démocratie et dans une vie associative, c'est normal. Et c'est là aussi relève et témoin du dynamisme effectivement, et plus en plus de notre sport, de notre football, auquel dynamisme quand même nous rend fiers. Mais les ambitions ne comptent pas, les ambitions des personnels ne comptent pas et ne doivent pas freiner également l'élan de tout un peuple, parce que ça ne compte pas, c'est trop négligeable par rapport à l'ambition collective qu'on a et surtout au niveau du gouvernement. Par cette rencontre, les deux camps sont davantage édifiés sur la vision du gouvernement relativement à l'élection du président de la FENIFOOT. Et pour mieux tirer les choses au clair, ces échanges se sont poursuivis à huis clos. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.